Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler de développement athlétique durant la off-season pour les athlètes de terrain, pour tous les athlètes qui ont une période justement où on a une pause, on n'est pas obligé de faire son sport, comment on organise le tout. Je vais vous balancer tous les secrets ici que j'utilise avec mes athlètes depuis plusieurs années avec succès. Et dans ce deuxième temps on va répondre à une question qui est revenue plusieurs fois, donc je l'ai regroupée sous un thème bien précis qui tourne autour des douleurs au dos, des tensions au niveau de la zone lombaire lorsqu'on fait des sprints ou lorsqu'on court. Je vais vous donner des pistes à explorer et bien entendu à partir de là, il faudra agencer de nouvelles choses, adapter certaines choses et éventuellement rajouter et enlever certaines choses. Donc, commençons directement par le premier sujet du jour, le premier thème du jour qui est la off-season. On est en plein dans la off-season. Alors, la off-season, comme le nom l'indique, c'est de l'anglicisme ici. On a la période de pause durant la saison de foot, la saison de basket, la saison de hockey, etc. On joue pendant une période bien précise et ensuite, on a quelques mois de pause. Certains sports ont des durées un peu plus longues, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Ça va dépendre de plusieurs variables. Éventuellement, au plus haut niveau, si on est sorti plus rapidement, on a un temps de off-season qui est beaucoup plus conséquent. Et en fonction des sports également, c'est quelque chose qu'on veut considérer. Alors, quand je parle de sport de terrain, je parle de ces sports collectifs de manière générale. Si je ne prends pas en considération ici le tennis, par exemple, parce que le tennis, c'est un sport où on n'a pas vraiment de off-season. Les sports de combat, on n'a pas vraiment de off-season ici. Quoi qu'il en soit, il y a certains principes clés qui peuvent s'appliquer. Il faut se dire que la off-season, c'est la période la plus slow, la période la plus lente, durant laquelle on n'est pas obligé de faire toutes les compétitions. Si on veut en rater une, on en rate une parce qu'on sait qu'on veut accorder plus de temps à ce qui va nous donner un meilleur retour sur investissement pour cette compétition ou ces compétitions qui sont beaucoup plus importantes. Donc si vous n'avez pas de off-season, les mêmes principes s'appliquent. Alors pourquoi j'ai voulu faire cet épisode dans un premier temps? Parce que je devais sortir un programme exprès pour vous, tous les auditeurs du KSU Show, tous ceux qui me suivent sur Instagram et toutes les autres plateformes, justement pour la off-season. Parce que j'ai eu beaucoup de succès avec de nombreux athlètes du plus haut niveau et je me suis dit, ok, c'est l'occasion de le programmer et de vous l'offrir de la manière la plus cohérente. Et j'ai organisé le tout, etc. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire parce que je suis en plein contrat durant la off-season. Ça fait plusieurs années maintenant, j'ai le privilège de travailler avec des athlètes du plus haut niveau et je me déplace avec eux, je voyage, etc. Donc je suis pas forcément dans mon bureau, je peux pas faire les choses que je veux faire. Donc voilà, ça m'embête un peu, mais le programme ne va pas voir le jour malheureusement durant cette off-season, mais je vous fais la promesse que durant la off-season prochaine, vous aurez un programme carré. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même envie de vous donner quelques outils à utiliser. Et d'abord, je l'ai dit à chaque fois, la compréhension précède l'exécution. Donc l'idée, c'est pas de vous donner à chaque fois quoi faire. Je veux pas vous donner le poisson, je veux vous apprendre à pêcher. Et c'est toujours mon discours ici. Que vous soyez un athlète, que vous soyez un coach, un physio, un kiné, etc. Ou tout simplement un enthousiaste qui aime le sport et qui veut faire les choses bien. On comprend les choses, ensuite c'est beaucoup plus facile de les exécuter et surtout on comprend ce qu'on fait. Et quand on comprend ce qu'on fait, on sait mieux structurer les choses et surtout on sait les adapter. Et ça, c'est très 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 important. Donc, essayons de comprendre un peu ma philosophie durant cette période de la off-season. Déjà, comme je l'ai dit, les temps vont varier, mais on va s'accorder sur le fait qu'on a 6 à 8 semaines de off-season. On a 6 à presque 2 mois de off-season, 1 mois et demi. Pour certains, ça va être plus court, 1 mois pour ceux qui jouent au foot avec les équipes internationales, etc. Bref, on n'a pas beaucoup de temps à disposition pour certains, plus pour d'autres. Quoi qu'il en soit, il faut garder la chose suivante en tête. Le sport, c'est une création de l'être humain. C'est le premier truc que je garde en tête à chaque fois. Et donc, ce qui veut dire que ce n'est pas normal de faire ce sport, principalement si vous jouez à des niveaux élevés. Le prix, je le dis à chaque fois, la santé, c'est le prix à payer pour la performance du plus haut niveau. Et c'est comme ça. Alors j'ai un discours à chaque fois où je le dis, on veut essayer de mitiger au maximum les dégâts. Voilà pourquoi tout mon système est construit d'une certaine façon. Mais sachez que si vous jouez au plus haut niveau, malheureusement, la santé, c'est le prix à payer. Donc on va avoir des petites blessures, on va avoir des petites gênes qui traînent ici et là. Et ça, c'est le premier truc à garder en tête. Le deuxième truc à garder en tête, en continuant sur cet argument-là, que le sport a été créé par l'être humain, ça ne vient pas de la théorie de l'évolution de l'être humain, si on veut. Au final, on a créé ces sports justement pour compenser le fait qu'on ne bouge pas beaucoup. Et puis pour bien entendu le divertissement, etc. etc. Et du coup, chaque sport a ses règles prédéfinies. Chaque sport va amener notre corps à bouger dans des positions qui sont plus ou moins prédéfinies. Ce qui veut dire que notre corps va se modeler, va s'adapter à ce sport-là. Et là, on sort complètement du côté être humain. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on va plutôt solliciter certaines fonctions, on va plutôt solliciter un côté plutôt qu'un autre côté, etc. Du coup, ce que je cherche à dire ici, c'est qu'on va créer certains déséquilibres par rapport au standard normal de l'être humain. On devrait être capable d'utiliser plus ou moins les deux bras, les deux côtés, bras, jambes, etc. de la même façon, plus ou moins, d'accord, bien entendu.
entendu, on a toujours un côté dominant, mais si on pense à un sport comme, je sais pas, le tennis, ok, on joue toujours avec un côté principalement. Bien entendu, on va créer des déséquilibres. Pareil, le basket, on saute toujours plus avec une jambe, c'est notre jambe d'appui, etc. Donc, bien entendu, on va créer certains déséquilibres. On va solliciter plutôt certaines fonctions articulaires. Et là, ça m'amène à deux réflexions ici. Donc, de un, on va créer ce déséquilibre qui peut éventuellement poser problème. Ça peut poser problème parce qu'on peut sursolliciter les tissus qu'on utilise constamment. Ça, c'est le premier truc. Et du coup, on va avoir des blessures, des gènes, etc. sur le côté qu'on sollicite le plus, d'accord? Ou éventuellement, on va avoir un autre côté qui est à la traîne. Et également, celui-ci est sous-sollicité et ça peut créer des blessures où on peut avoir éventuellement atterri. On se retrouve dans des positions hasardeuses, comme j'aime si bien les appeler. Et du coup, éventuellement, ça peut créer des gènes, également des douleurs, des blessures, etc. sur ce côté-là. Donc, ces déséquilibres-là, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Et comme j'ai dit, on sort du côté être humain. Donc, à chaque fois qu'on s'éloigne du côté être humain, c'est-à-dire qu'on va sursolliciter certaines fonctions, certains côtés, etc., eh bien, croyez-moi, à chaque fois, ça pose problème. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que à chaque fois que j'entame la off-season avec mes athlètes, c'est le premier truc que je garde en tête. Je me dis, on va essayer de rééquilibrer le tout en ayant un standard être humain et pas un standard athlète, ok? Et ça, c'est le premier truc à garder en tête parce que le corps, c'est modelé, c'est adapté à ce dont l'athlète avait besoin. Eh bien, je vais essayer de donner un peu plus de côté être humain, ok? Ça, c'est le premier truc à garder en tête. Durant la première phase de votre off-season, vous voulez rééquilibrer le tout, ok? C'est comme ça qu'il faut voir le tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez plus une fonction articulaire, eh bien, c'est l'occasion de rééquilibrer le tout et de travailler sur la fonction opposée. D'accord? Comment on le fait? On le fait à travers des évaluations, etc. Mais bref, c'est simplement des trucs qu'il faut garder en tête. D'accord? Maintenant, un autre truc, c'est qu'on veut travailler sur le côté justement qui est moins sollicité. Donc, c'est l'occasion d'intégrer des exercices unilatéraux, etc., etc., pour rééquilibrer le tout. Et le côté le plus faible, c'est toujours celui qui mène la danse. Et ça, c'est vraiment très important de l'intégrer lorsqu'on travaille avec ses athlètes durant la off-season. Donc, la première phase, je vais penser à ça, côté être humain. Et en plus de ça, dans la première phase, je vais penser côté être humain et je vais penser, ok, m'attarder sur les blessures, les drapeaux rouges, ce que j'appelle les red flags. Okay? Donc, les drapeaux rouges, c'est, ok, je sais que, mon genou durant la off-season, mon genou droit m'a fait mal, ma cheville gauche m'a fait mal, mon épaule droite, quand je fais ce mouvement, m'a fait mal. Ok, c'est ma priorité. Dans ma programmation, je dois m'attarder sur ça. Et donc, la première phase du programme, c'est ça. Rééquilibrage, on va appeler ça comme ça, ok, pour ramener le tout à un côté plus être humain et moins athlète. Et on veut s'attarder sur les drapeaux rouges pour remodeler les tissus qu'il faut remodeler. On a créé des dégâts structurels, etc. On a perdu certaines fonctions, on a perdu la capacité de se retrouver dans certaines positions parce que ça fait mal, etc. Eh bien, on veut s'attarder sur ça, ok? Et ça, vraiment, ça sort du côté performance. Et c'est là où je vois parfois les problèmes qu'on retrouve durant la off-season et pourquoi de plus en plus d'athlètes aiment travailler avec moi durant la off-season. C'est parce que, justement, je cherche pas à faire sauter les gars, à faire des trucs de ouf durant les premières phases. On fait les trucs de manière bien construite et ce sont les secrets que je vais vous donner ici. Donc, première phase, ce que j'appelle la restauration, d'accord, et le rééquilibrage, ok. Ensuite, on peut passer à la deuxième phase. La deuxième phase, qui est une phase, et bien entendu, il va avoir un peu de, ça va se chevaucher, d'accord. On n'est pas exclusivement en train de faire un truc, c'est simplement un ratio. On va faire 80% d'un truc, 20% d'un truc. Ensuite, ce ratio va être alterné, va changer au fur et à mesure qu'on avance. Deuxième phase, eh bien, on va s'attarder un peu plus sur le côté structurel, prise de masse musculaire. Pourquoi? Parce que durant la saison, eh bien, on n'a pas l'occasion d'aller en salle de sport et vraiment de s'attarder sur le côté prise de masse musculaire. Au contraire, on perd du muscle parce qu'on va le solliciter dans les contraintes du sport, bien entendu, mais pas de la façon la plus optimale. Okay. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, les sports, quand on pratique son sport, comme je l'ai dit, on est limité par les règles du sport, par les mouvements dans lesquels on va faire dans son sport. Et c'est très rare qu'on utilise des amplitudes de mouvements complètes au niveau de nos articulations. C'est très rare qu'on aille chercher la longueur au niveau de nos muscles, au niveau de nos tendons, au niveau de nos ligaments, etc., etc. Et c'est là que l'entraînement en salle de sport devient très intéressant. Et comme je l'ai dit, eh bien, on retrouve cet aspect structurel, on devient fort sur la longueur, on construit du muscle parce qu'on en a perdu. Enfin bref, l'entraînement un peu classique de bodybuilding. Okay, on utilise des grandes amplitudes de mouvement, on passe un peu plus de temps sous tension, on cherche tout simplement à prendre de la masse musculaire. On va bénéficier également de gains structurels au niveau des autres structures, comme je l'ai mentionné, tendons, ligaments, etc. etc. Okay, et petit à petit, graduellement, eh bien, on augmente la charge durant cette phase-là. D'accord? Mais c'est très important, je pense, que de se dire, hey, durant cette phase-là, c'est pas le moment
moment où je vais chercher à exploser encore, d'accord? C'est le moment où je vais prendre de la masse musculaire. Alors bien entendu, on est obligé d'accélérer le processus. Un truc qu'on ferait sur 3 mois, et bien on va le faire sur 2-3 semaines, d'accord? C'est vraiment du micro-dosing. Mais croyez-moi, on a des résultats qui sont visibles, qui peuvent être mesurés, ok? Et je vais vous raconter des anecdotes personnelles, bien entendu, avec certains de mes athlètes. Et du coup, ce n'est que ensuite qu'on va pouvoir commencer à intégrer les trucs un peu plus athlétiques. Parce que là, on va se rapprocher de plus en plus de la pré-saison, là où les athlètes vont rejoindre les clubs et vont devoir commencer à s'entraîner avec le club. Et là, on va être prêt parce qu'ils vont commencer à courir, etc., à faire des sauts, etc. Et là, bien entendu, eh bien, normalement, le club structure le truc correctement, mais c'est pas forcément le cas. C'est pas toujours le cas, d'accord? Il y en a beaucoup qui sont étonnés quand je dis ça, qu'on voit que certains des athlètes de haut niveau ne sont pas satisfaits des préparations physiques qu'il y a dans certains clubs. Et je ne veux pas cracher sur certains préparateurs physiques des clubs parce qu'il y en a de très bons, comme dans tous les métiers, il y a des bons et il y a des mauvais. Et parfois les gens sont étonnés, ils se disent ah mais comment ce gars-là il travaille au plus haut niveau et il t'engage toi comme personal trainer ou il engage un autre comme personal trainer. Ok, c'est parce que de un déjà c'est très compliqué pour le préparateur physique, donc on va essayer de remettre les choses dans le contexte. Le préparateur physique a un pouvoir qui est très minime au sein de ces structures. Donc en gros c'est un peu le toutou qui fait ce qu'on lui dit de faire. Ok, il n'a pas vraiment son mot à dire et il n'a pas la capacité malheureusement d'individualiser le tout parce qu'il y a plusieurs athlètes, il n'a pas beaucoup de temps à disposition. Enfin bref, les gars, vous partez au charbon. Ok, c'est un truc qui pète. Voilà, ça pète. Et c'est pour ça que ces athlètes viennent voir les personal trainers pour avoir une approche un peu plus individualisée. Du coup, ça m'amène à donc cette prochaine phase où on va commencer à intégrer ce côté un peu plus athlétique. Et là, il y a la règle d'or qui s'applique à chaque fois. On parle ici de la surcharge progressive. Donc on va commencer à réintégrer ici de la pliométrie. On va recommencer à intégrer ici des charges un peu plus lourdes. Et éventuellement, c'est là que il y a un aspect intelligent, j'ai envie de dire smart, à garder en tête, d'accord? Lorsqu'on commence à charger un peu plus lourd, eh bien, on a travaillé avant avec des amplitudes complètes, des amplitudes de mouvement complètes, on a chargé, et là on commence à mettre des charges un peu plus lourdes. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on veut réduire les amplitudes de mouvement, pas forcément complètement avant d'arriver à la dernière phase, mais c'est là où on veut prendre le moins de risques possible. Parce qu'un truc qu'on oublie, c'est que les athlètes du terrain ne sont pas des athlètes de la salle de sport, okay, des sports de force. Ce ne sont pas des crossfitters, ce ne sont pas des powerlifters, ce ne sont pas des fanatiques de fitness. On utilise simplement ces outils-là pour leur permettre d'avoir des résultats. Et beaucoup d'entre eux, vous seriez étonnés, n'ont pas forcément la plus grande expérience avec tous les exercices. Okay. Ils ne maîtrisent pas à la technique parfaitement. D'accord. Et ils s'en foutent un peu parce que c'est comme ça qu'ils ont été programmés. Alors, ce qui est important, c'est leur sport. Donc, bien entendu, on inculque cette culture de faire les choses correctement. C'est ce que je vous invite à faire si vous êtes un athlète. Faites les exercices correctement. Okay. Faites pas la rep pour faire la rep. Faites en sorte que la répétition soit bien exécutée. Prenez ça comme un skill, un peu comme vous allez shooter à vos 3 points, un peu comme vous allez faire, peu importe, okay, l'exemple que vous voulez contextualiser selon votre sport. Faites le truc correctement comme si vous travailliez sur un aspect technique de votre sport. C'est exactement la même chose. Quoi qu'il en soit, ici, c'est là où on va commencer à mettre un peu plus de charge. On va travailler sur le côté force, on va travailler sur le côté vitesse, d'accord? Et là, vraiment, là, on arrive vraiment sur le côté athlétique, d'accord? On a les petits sauts, ce que j'appelle la plus haut extensive. On va rajouter un peu plus d'intensité sur la plus haut au fur et à mesure, d'accord? Donc des sauts qui vont être un peu plus hauts, des sauts à 2 jambes, des sauts à 1 jambe, etc., ok? Et on va commencer à lever des charges un peu plus lourdes. Et c'est là qu'on va passer à par exemple, des demi-squats, des box squats, des trucs comme ça, ok? Et là, on est déjà en train de former un athlète qui est en forme, qui est puissant. On a beaucoup moins mal aux endroits où on avait mal. On apprend à ces structures à tolérer plus de force, à tolérer plus de vitesse. C'est là éventuellement qu'on va commencer à intégrer des sprints. Alors bien entendu, durant cette phase-là, les sprints vont être sur une courte distance, principalement l'accélération, etc. Et ensuite, on arrive vers la dernière phase. La dernière phase, c'est là où we go all out. C'est là où on donne tout ce qu'on a à donner. Et encore une fois, cette phase peut être relativement courte. Encore une fois, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines. Sur des cycles de 2 semaines, on a des bons résultats ici. Rappelez-vous, on parle de gens, d'athlètes qui s'entraînent depuis très longtemps. C'est là qu'on va pouvoir intégrer des sprints avec plus longue distance. C'est là qu'on va pouvoir intégrer de la pliométrie plus ce qu'on appelle intensive, d'accord, des depth jumps, des drop jumps, voilà, ce genre d'exercice-là, d'accord. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, on parle d'atterrir d'une hauteur, toucher le sol et rebondir le plus rapidement possible avec un temps de contact avec le sol qui est le plus court possible. On va continuer à intégrer des charges lourdes et bien entendu on garde quand même cet aspect structurel. On cherche toujours à construire du muscle. Mais comme vous pouvez le voir, on procède par phase ici. Et c'est très 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 important de le faire de cette façon-là. Là, je vous donne tous les secrets. C'est vraiment du free game. C'est ce qui me permet d'avoir du succès avec les clients avec qui je travaille parce que tout est bien structuré. On sait exactement pourquoi on commence avec un truc, pourquoi on passe à l'autre phase, etc. Comment on le fait, etc. Comment on individualise le tout. Donc à vous d'étudier
identifier ici vos red flags dans un premier temps, de prendre de la masse musculaire, vous attarder sur les muscles qui bien entendu seront essentiels pour vous et bien entendu d'entraîner toutes les structures qui sont importantes. Donc quand je parle de structure, je fais référence ici aux tendons, etc. Si vous êtes un basketteur, tendon d'Achille, les genoux, les genoux bien entendu si vous êtes un footballeur également. Enfin bref, contextualisez le tout bien entendu en fonction de ce qui vous correspond et de ce qui correspond à votre sport. Et comme vous voyez, je suis pas en train de parler de spécificité du sport, genre hey, on cherche à mimer une technique de balle, etc. Non. Et on cherche simplement à travailler sur le côté athlétique. On développe des qualités athlétiques, la force, de la vitesse, des structures bien précises, certains muscles, certains tendons, etc. Et c'est ça qui selon moi rend un athlète puissant et performant. Comme ça, on peut recommencer la saison directement de la meilleure des façons. Et beaucoup me posent la question à chaque fois, ils me disent ok, on fait quoi pour le conditionnement, on fait quoi pour le cardio? Et bien je dis à chaque fois les gars, le meilleur cardio pour votre sport, c'est votre sport. Okay, on n'a pas beaucoup de temps à disposition, eh bien on va utiliser votre sport à un certain moment durant la troisième phase de manière générale. C'est là que, en général avec mes athlètes, on inclut la pratique de sport. Donc comment ça se passe quand je pars en voyage avec eux? Je vais vous raconter un peu ma life ici de coach quand je pars en voyage durant la off-season. Eh bien, par exemple, on fait la préparation physique le matin et directement l'athlète va enchaîner avec sa pratique de basket ou alors avec sa pratique de foot, etc. etc. Okay, c'est comme ça qu'on fonctionne. Okay, il aura son cardio directement après. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrive à cette troisième phase, comme je l'ai dit, c'est là qu'on peut mettre plus d'intensité. Et l'intensité la plus élevée va être placée à la salle de sport. Et ensuite, tout ce qui va être intensité modérée, mais avec plus de volume, va être exécuté en pratiquant son sport. C'est là qu'il y a de l'aspect technique. Okay, c'est là où il y a du jeu, okay, du 1 contre 1, du 5 contre 5, etc. etc. Et c'est là que voilà, le cardio est vraiment boosté. Comme ça, lorsqu'ils reprennent leur activité sportive, ils sont en forme. Et voilà pourquoi avec moi, on fait très rarement du conditionnement. Le conditionnement qu'on va faire va être plus axé sur la technique de sprint, les techniques, tout ce qui tourne autour de la course, mais sans vraiment pour focus le conditionnement à proprement parler. Okay, donc voilà comment on organise le tout. Et pour ceux qui me demandent à chaque fois comment ça se passe avec tes athlètes, okay, ben ça se passe super bien. C'est le rêve, les gars. C'est le rêve. Je vous le souhaite à tous de travailler à ce plus haut niveau avec ces athlètes. C'est vraiment cool. On part en voyage. Que demander de plus, ok? Que demander de plus? On part en voyage à l'étranger. On fait notre taf, on s'entraîne une fois, parfois 2 fois dans la journée. Comme j'ai dit, ça va dépendre s'il rencontre ensuite le coach technique pour l'aspect sport spécifique, d'accord, qui ne rentre pas dans mon domaine. Je répète à chaque fois, on ne fait pas du sport spécifique, ok. On fait de l'athlète spécifique éventuellement, ok. De l'athlète spécifique, c'est le terme peut-être qu'on devrait utiliser ici. On transforme la personne en athlète performant, global, général, et toutes ces qualités auront un transfert dans la spécificité du sport lorsque ce dernier le pratique avec son athlète. Et donc, ce que je voulais dire, oui, on part en voyage, etc. On s'entraîne 1 fois, 2 fois dans la journée et ensuite on chill. Et ça, c'est un message important également à partager avec vous, tous les athlètes qui m'écoutent ici. C'est le moment de relaxer, c'est le moment de relâcher la pression également. Et ça, tous les athlètes de haut niveau savent que c'est important. Donc, on continue à s'entraîner, mais en même temps, hey, on relaxe, on fait la fête, etc. Okay, et il faut savoir combiner les deux. Et parfois, il faut se forcer un peu. Et c'est là où j'ai beaucoup de respect pour les athlètes avec qui je travaille. Parfois, on sort, on rentre tard le soir, le lendemain matin, on est à la salle de sport, on s'entraîne, etc. Donc vous voyez que c'est un truc vraiment que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Les meilleurs athlètes ne sont pas forcément les plus talentueux, mais ce sont toujours les plus disciplinés. Ils sont là, ils sont prêts à taffer, ils sont prêts à investir vraiment pour leur succès. Et il y en a plein à l'extérieur qui sont beaucoup plus talentueux que les joueurs que vous allez voir en Première Ligue, que les joueurs que vous allez voir en NBA. Il y en a plein, mais ils ne sont pas forcément autant disciplinés. Ils ne travaillent pas forcément de la même façon, de manière aussi assidue et constante. Et vraiment être constant, c'est la clé du succès. Et c'est ce que j'ai appris en travaillant avec ces athlètes du plus haut niveau. Ils le font quand ils ont envie de le faire et quand ils n'ont pas envie de le faire. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Et j'espère que ça va être inspirant parce que moi, à chaque fois que je travaille avec eux, eh bien, c'est très inspirant. Les gars, ils n'ont pas envie, on le fait quand même. On va taffer, ok? Et je pense que c'est important de créer cet environnement-là. Donc voilà, plein de tips ici pour la off-season. J'espère que ça va vous servir. À vous de l'appliquer. Et croyez-moi, je vais vous montrer comment implémenter tout ça de la manière la plus structurée et de la manière la plus cohérente durant la prochaine off-season. Et j'aurai des programmes pour vous durant la saison, bien entendu. Parce que j'ai envie de contribuer au maximum avec la population athlétique qui m'écoute. Et donc, passons maintenant au prochain sujet où on parlait de douleur au dos. J'ai reçu énormément de messages. Des gens qui me disent j'ai mal au dos lorsque je fais mes sprints. J'ai mal au dos lorsque je fais mes courses, mon jogging, etc. Alors, il y a plusieurs choses à considérer, bien entendu. Donc, je vais essayer de penser à haute voix ici. Bien entendu, chaque chose doit être individualisée
et on ne peut pas donner la réponse comme ça toute faite qui va correspondre à tout le monde. Mais on a des pistes à explorer éventuellement. Alors j'ai parlé dans un des podcasts que j'ai sorti il y a quelques semaines de l'importance de l'extension de la hanche. L'extension de la hanche qui est super importante. On parle de quoi ici? On parle de la capacité à ramener l'os de sa cuisse vers l'arrière. Et ce qui veut dire qu'on a la capacité à bien engager ses muscles fessiers, à faire une bonne poussée. De cette façon-là, on utilise les bons muscles qui nous permettent de nous projeter vers l'avant. Si éventuellement on est limité au niveau de l'extension de la hanche, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance à déplacer son bassin en entier, d'accord? Ce qui va donc bouger son bas du dos et toute la charge va être prise par le bas du dos, ok? Et on sollicite donc cette musculature du bas du dos, on sollicite cette articulation-là, ces articulations-là, éventuellement du bas du dos, les lombaires donc, d'accord? Et les vertèbres lombaires et à l'usure, eh bien, ça peut causer des problèmes. On sursollicite toujours les mêmes tissus qui, en plus, ne devraient pas être sollicités. Donc ça, c'est la première piste à explorer. La deuxième piste à explorer, eh bien, lorsqu'on parle de mobilité ici, vous voyez qu'on revient toujours à l'aspect mobilité, eh bien, on veut apprendre à bouger le haut de la colonne vertébrale. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est très limité au niveau du haut de la colonne vertébrale. On parle ici de la partie thoracique de la colonne vertébrale. Et c'est là où on a le plus de vertèbres. Par conséquent, là où on devrait être capable de bouger le plus. Or, c'est une partie dans laquelle la plupart des gens, ou une partie que la plupart des gens n'arrivent pas à bouger. Pardonnez mon français ici, on est un peu fatigué. Et donc, on devrait retrouver cette capacité à contrôler ces vertèbres de la partie thoracique et à contrôler ces vertèbres-là en rotation. On veut être capable de bouger sa cage thoracique sans bouger son bassin et sans bouger ses vertèbres lombaires. Et ça, très peu de personnes savent le faire. Donc, travailler sur cette capacité-là à dissocier le haut du corps du bas du corps dans un premier temps, d'accord, et dissocier ici le haut de la colonne vertébrale du bas de la colonne vertébrale. Et si malheureusement on n'arrive pas à maîtriser, à contrôler le haut de sa colonne vertébrale en rotation, en laissant sa cage thoracique bouger constamment lorsqu'on court, eh bien on va avoir tendance à avoir ce mouvement de rotation au niveau du bas de la colonne vertébrale. Or, lorsqu'on court, on aimerait avoir justement le haut de la colonne vertébrale ici qui est mobile, qui bouge à chaque fois que je fais mon mouvement de bras, d'accord? Donc le mouvement opposé aux jambes, et je vais avoir mes hanches qui bougent librement. Et en gros, mon bas du dos va être très peu sollicité. Il va rester dans sa position statique, d'accord? Et ça, c'est très, très, très important à considérer. Si on fait en sorte que toutes ces pièces fonctionnent correctement, et bien, quand on les intègre dans des mouvements plus complexes, comme de la course, comme des sprints, etc., et bien, tout fonctionne correctement. Ça, c'est le premier truc vraiment à considérer. Et selon mon expérience, c'est un des facteurs clés qui est souvent négligé. D'accord? Donc ça, encore une fois, on parle des red flags, des drapeaux rouges qui me viennent en tête dans un premier temps. Ensuite, deuxième chose à considérer. Alors bien entendu, je pourrais parler du pied, etc. Il y a plein de trucs qu'on pourrait mentionner, mais on va laisser ça de côté pour l'instant parce qu'on veut s'attarder sur ce que j'appelle les big rocks, les gros rochers, ça veut rien dire comme ça quand on traduit en français, mais quoi qu'il en soit, les choses les plus importantes qui, selon moi, peuvent concerner la plupart des gens. Mais deuxième chose à considérer qui est importante également, eh bien, ça va être le volume de travail. Le volume de travail, c'est-à-dire qu'on arrive à tolérer une certaine quantité de travail et au bout d'un moment, eh bien, on est tellement fatigué que, eh bien, on commence à compenser. Et ça, c'est un facteur à prendre en considération. Donc voilà pourquoi il faut programmer des choses et faire les choses progressivement. Imaginons que quand vous faites votre sortie de 5 km, vous ne sentez rien, tout va bien, mais à chaque fois que vous passez le 5e kilomètre, eh bien là, vous commencez à sentir des douleurs, ok? Et à chaque fois, vous forcez, vous continuez malgré la douleur, ok? Faites les choses progressivement, ok? Construisez votre parcours sur 5, 5,5, 6, etc. Augmentez ensuite l'intensité, etc., etc., ok? Faites les choses progressivement, très important. Pour les sprints, pareil, commencez avec des distances plus courtes, en vous attardant sur la technique. Le problème du sprint, c'est que souvent, on veut tout donner, ok? On veut tout donner, mais on ne s'est jamais vraiment attardé sur le côté technique du sprint. On pense qu'il suffit simplement de courir vite. Et puis au final, lorsqu'on ne s'attarde pas sur le côté technique, on donne un peu tout ce qu'il y a à donner. Pensez à ça un peu comme un back squat. On cherche absolument à remonter la barre, où on a le dos complètement arrondi, la barre qui part sur le côté un peu, et au final on a posé la barre, on dit ouais, j'ai réussi à faire mon squat. Mais au final, on a mal au dos, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé, on n'a pas sollicité les muscles et les tissus qu'on voulait solliciter initialement et qui devraient être sollicités pour pouvoir bénéficier de l'exercice. C'est pareil pour le sprint. Donc pour le sprint, on veut vraiment s'attarder sur la technique de course
Pour la course aussi, je dirais pour le jogging aussi. Parce qu'autrement, on va solliciter les mauvaises choses. Et on doit s'attarder sur ces détails que j'ai mentionnés, l'extension de hanche, le mouvement de la cage thoracique, la coordination entre le haut du corps et le bas du corps. C'est vraiment des facteurs clés. Et un des exercices, je vais finir avec ça, un des exercices que vous pouvez implémenter, ceux qui font des sprints, même ceux qui font des jogging, vous allez en bénéficier. Eh bien, j'utilise ça constamment. Pour ceux qui font le programme Train Like Me, eh bien, c'est pareil. Okay, on l'utilise constamment. J'aime bien les inclure dans mes sessions de sprint. Ou alors, pour ceux qui aiment courir tous les jours, on va séparer. On va faire un jour où on travaille sur la vitesse max ou sur de l'accélération, etc. Et l'autre jour, on va faire ce qu'on appelle du tempo work. Okay? Ça vient d'un préparateur, d'un coach de sprint qui s'appelle Charlie Francis, okay? Un des coachs de sprint les plus reconnus, avec qui, entre autres, j'ai énormément appris, et qui donc a créé ou instauré cette méthode qu'on appelle justement le tempo work. Okay? Je suis pas sûr que c'est celui en fait à 100% qu'il est instauré. Anyhow, vous pouvez me fact-check, me mentionnez pas pour celui-ci. Okay? Mais il me semble que c'est aussi Charlie Francis qui a instauré le tempo work. Anyhow, l'idée c'est de courir à entre 75 et 85% de son intensité max, mais en s'attardant vraiment sur une technique de course. Donc on va courir par exemple sur un 50 mètres ou alors sur un 80, 100 mètres, etc. Ça va dépendre du programme. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à utiliser une intensité qui est un peu plus que modérée. Okay? Donc on est entre le modéré, le milieu et l'intensité élevée, l'intensité donc la plus élevée comme son nom l'indique. Mais on s'attarde vraiment sur la technique de course. On essaie de faire en sorte d'avoir cette belle coordination, d'avoir cette belle extension de hanche, d'avoir cette belle accélération, ce beau contact avec le sol, autant d'un côté que de l'autre côté. On sent qu'il n'y a pas un pied qui traîne plus longtemps en contact avec le sol. On sent que voilà, la foulée est bonne des deux côtés. Et ça, c'est vraiment un travail qui est magnifique que je vous invite à instaurer. On s'attarde, on a le temps, vu que l'intensité n'est pas la plus élevée, eh bien on a le temps de se concentrer sur la technique de course, sur le placement qu'on a envie d'utiliser lorsque on fait sa course. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime énormément intégrer. Et le focus, c'est ça. Le focus, c'est pas de faire la distance le plus rapidement possible. Le focus, c'est d'utiliser une intensité qui est un peu supérieure à l'intensité modérée et de s'attarder sur la technique de course. Et croyez-moi, en vous attardant sur ça, au fil des semaines, eh bien, vous allez améliorer votre technique de course et vous allez ressentir les bons tissus à chaque fois. Beaucoup moins de douleur au niveau du dos. Vous allez savoir courir de la manière la plus appropriée. Et si vous n'êtes pas certain, engagez un coach de sprint, engagez un coach de course. Croyez-moi, ça en vaut la peine. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Et pour finir encore une fois avec les astuces qui sont très importantes, j'ai mentionné le fait que la colonne vertébrale, au final, le bas de la colonne vertébrale, la partie lombaire, n'était pas super mobile, ne devait pas être super mobile. Comment ça? Peut-être pas mobile, c'est pas le terme que je vais utiliser ici. Ne devrait pas être sursollicité lorsqu'on fait de la course. On parle plutôt du haut de la colonne vertébrale et on parle au niveau des hanches. La partie lombaire reste plutôt stable. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est des gens qui ont des douleurs au dos et on leur demande de renforcer encore plus cette partie lombaire. Et on leur donne des exercices statiques, on leur donne des planches, des exercices où on va renforcer la partie lombaire dans sa position statique. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que, comme je l'ai dit, cette partie est déjà sursollicitée. Okay? Elle bouge pas vraiment, elle bouge un petit peu, elle bouge quand elle ne devrait pas bouger, d'accord? Mais l'amplitude de mouvement est très restreinte. On est toujours dans une position qui est plus ou moins neutre pour la colonne vertébrale. Et il s'avère que quand on ne bouge pas une partie, quand on ne bouge pas certaines parties de son corps, eh bien, ces parties s'atrophient. Et quand ces parties s'atrophient, eh bien, ça vient avec son lot de problèmes. Et du coup, l'idée, ce n'est pas de renforcer sa colonne vertébrale dans sa position neutre, dans sa position statique, dans la position qu'on va retrouver dans sa technique de course. L'idée, c'est également, si vous le souhaitez et si c'est nécessaire, et bien entendu, je le recommanderais pour la plupart des gens, eh bien, c'est de renforcer sa colonne vertébrale, sa partie lombaire, dans son amplitude complète de mouvement. On va travailler dans un premier temps sur sa fonction primaire qui est la flexion. Donc, on veut apprendre à arrondir complètement la partie lombaire, d'accord, avec de la charge, progressivement dans le temps, avec des stretches de plus longue durée. Effectivement, tout ça, ça s'applique également pour la partie lombaire. Donc, si vous voulez le faire, sortez de cette position neutre, allez fléchir complètement cette colonne vertébrale. Ensuite, on peut travailler dans un deuxième temps ou en parallèle, quand ça a du sens, sur l'extension. Okay? Mais oubliez cette idée de j'ai mal au dos. Comme ma colonne vertébrale est déjà en position neutre, eh bien je vais la renforcer encore plus en salle de sport en faisant des planches, etc. En me retrouvant à chaque fois dans cette position neutre. Ça n'a aucun sens. Donc j'espère les amis que ça pourra vous aider, que vous allez pouvoir intégrer tout ça dans vos entraînements, que le programme off-season va être construit de manière appropriée. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur moi pour le reste. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle vous allez regarder ça, c'est... Ah non, je suis en retard. L'épisode est en retard, donc je suis pas sûr qu'il sorte à l'heure. Mais le programme Hybrid on the Go,
c'était le dernier jour pour profiter des 50 francs de rabais. Le programme que vous pouvez faire depuis n'importe où. Restez connectés pour les prochains programmes, pour les prochaines astuces qui vont sortir. Et si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma liste email pour du contenu exclusif. Dans tous les cas, nous, on se voit, /parle très bientôt. Peace!